Quand j'avais 22 ans, on m'a annoncé que j'avais une maladie chronique. Une maladie incurable que je garderai toute ma vie. Sclérose en plaques. J'avais déjà entendu ce mot, mais je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. On était au tout début du Covid et moi je vivais un confinement dans le confinement. À ce moment-là, j'ai pas pensé au sport, j'ai pas pensé à tout ce qui allait se passer dans ma vie parce que j'étais loin d'imaginer à quel point ce moment allait être le point de départ d'une toute autre vie pour moi et de tout ce que je vis aujourd'hui. Et si jamais vous me connaissez pas, bienvenue, moi c'est Camille, je suis paratriathlète. Sur cette chaîne, je raconte toutes mes aventures et mon quotidien d'athlète de haut niveau en quête des Jeux de Los Angeles. J'ai déjà fait les Jeux de Paris et je suis actuellement championne du monde. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester et à vous abonner. Donc à l'époque, j'ai 22 ans, je suis étudiante, je fais déjà beaucoup de sport, mais pour être honnête, je suis à un moment où je suis quand même pas mal perdue dans ma vie. Je traverse la période de ma vie la plus difficile, émotionnellement ça ne va pas du tout, sur le plan personnel, familial et moral, clairement je suis au fond du trou. Mais bon, au quotidien ça va quand même pas trop mal, je suis dans une nouvelle ville pour faire mes études, je suis en école de commerce, je rencontre des nouvelles personnes, je sors, ça me change quand même pas mal les idées. Et je me pose pas vraiment d'autres questions. Le futur il est flou, mais moi tout ce qui m'intéresse c'est d'essayer de voir la lumière au bout du tunnel de ma dépression. À ce moment-là, je fais aussi mon premier triathlon sur un gros coup de tête. J'ai acheté mon vélo 2 mois avant sur le Bon Coin, j'en avais jamais fait de ma vie. J'avais des bases de natation plus que limite, mais je faisais de l'athlétisme donc ça me sauvait un petit peu au niveau de l'endurance et de la course à pied. C'est aussi à ce moment-là que je tombe littéralement amoureuse de ce sport qui fera ensuite une partie plus qu'intégrante de ma vie. Et à ce moment-là, je sais que le sport, c'est ce qui va me sauver et je le ressens vraiment au plus profond de moi. Mais je sais absolument pas ce qui va se passer ensuite et je suis loin d'imaginer. Et puis peu à peu, j'ai commencé à ressentir des trucs un peu bizarres, des sensations que je connaissais pas. Ça a d'abord commencé par des fourmillements dans les pieds qui sont ensuite remontés progressivement dans toutes les jambes, puis dans les mains, dans les bras. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais je m'inquiétais pas trop non plus. J'étais très fatiguée. À l'époque, je faisais de l'athlétisme en club et je sentais que mon corps réagissait pas comme d'habitude, il réagissait pas très bien aux intensités, vraiment je le reconnaissais pas trop et j'étais très très fatiguée. Mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu tout ça sur le dos de mon hygiène de vie qui n'était pas incroyable à l'époque, même si je faisais quand même pas mal de sport. J'avais une vie d'étudiante en école de commerce, donc je faisais quand même beaucoup la fête et je me disais que ça c'est sûr que ça n'aidait pas dans mes sensations à l'entraînement. Et à la fin de l'année, à ce moment-là, j'avais prévu depuis très longtemps un trek au Népal. J'avais une grosse passion pour la randonnée à cette époque-là et je me suis toujours sentie très connectée à la montagne et donc c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais fait ce voyage. Il y a plein d'autres raisons mais sur lesquelles je vais pas m'étaler ici, mais en tout cas j'avais un trek prévu d'une durée de 2 semaines assez intense physiquement et qui montait assez haut en altitude. Donc comme j'avais ces petits symptômes-là, j'ai préféré ne pas prendre de risques et aller voir ma généraliste juste avant de partir. Je lui ai décrit mes symptômes et elle m'a dit de pas trop m'inquiéter, que je pouvais quand même partir faire le trek, qu'il y avait pas de problème, mais au cas où de prendre quand même rendez-vous pour faire une IRM du cerveau, ce que j'ai pas du tout compris sur le coup, mais sans urgence. Donc je suis partie faire mon trek, les symptômes ont disparu progressivement, j'ai pu faire mon trek normalement, tout s'est vraiment très bien passé. J'ai un peu oublié ça, mis ça de côté. J'avais quand même pris rendez-vous pour l'IRM mais sans urgence, donc il y avait genre une attente de peut-être 2 mois après. Et comme je me sens un petit peu mieux, j'y pense plus et j'hésite même à annuler ce rendez-vous pour cette IRM pour pas faire une IRM pour rien. Et c'est exactement à ce moment-là que mes symptômes reviennent en masse et de façon beaucoup plus intense que les premières fois. Donc là, je me dis bon, c'est quand même bizarre, je vais garder le rendez-vous pour l'IRM. Et j'ai bien fait parce que durant ce rendez-vous, on me dit que j'ai des lésions dans le cerveau et qu'il y en a sûrement aussi dans la moelle épinière. Donc il faudrait faire une IRM de la moelle épinière et aller voir un neurologue. Et donc là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je m'effondre pas du tout. En fait, franchement, je réalise pas, ou peut-être que je suis dans le déni, je sais pas trop. Franchement, ça percute pas du tout là-haut. Je me dis bon ok, faut aller voir un neurologue, pourquoi pas, ok.
je trouve un neurologue qui me prend assez vite en consultation. Je crois dans la semaine, j'ai eu un rendez-vous. Donc du coup, là, je lui explique mes symptômes, je lui montre mes IRM, etc. Il était très rassurant. Il m'a dit, bon, ça peut faire penser à plusieurs choses. Et en fait, il était à la fois très rassurant, mais en même temps, il faut agir. Et genre, moi, j'étais vraiment... Enfin, j'ai tendance à toujours minimiser, que ce soit mes douleurs, mes symptômes. J'essaie de pas trop en faire des caisses non plus. Franchement, moi, j'avais l'impression qu'il allait me dire, bon, surveille ça, reprends rendez-vous dans 6 mois et bye bye, quoi. Et en fait, pas du tout. À ce moment-là, il me dit, ok, il faut faire plusieurs examens en plus. Et il faut aussi traiter ce qui est en train de se passer maintenant. Et donc, du coup, il faut vous hospitaliser. Donc là, je vais appeler l'hôpital et vous allez à l'hôpital demain. Franchement, là, j'avoue que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, pas non plus à l'agonie. J'avais quand même pas mal de galères qui s'amplifiaient. Les fourmillements, ils étaient de plus en plus intenses et de plus en plus présents. Enfin, en fait, ils s'arrêtaient jamais. J'étais très fatiguée, très affaiblie. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui faisaient que j'avais un peu ma vie sur pause à ce moment-là, mais j'étais pas non plus en mode je suis au bout du rouleau et il faut absolument aller à l'hôpital, quoi. Et donc en fait si, donc le lendemain je suis admise à l'hôpital au service neurologie où là on me refait des examens, donc je refais des IRM, fais une ponction lombaire. J'ai aussi des examens pour éliminer tout ce qui est épilepsie, tout ça, parce que j'avais commencé à développer d'autres symptômes. Donc déjà j'avais beaucoup de spasticité, j'avais pas mal de tremblements, de spasmes, de mouvements incontrôlés, et aussi j'avais des gros épisodes d'aphasie, donc des moments où je pouvais absolument pas parler, où les mots ne sortaient pas, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Donc ils ont voulu éliminer pas mal de choses, même si maintenant avec du recul, je sais que c'est des symptômes typiques de la sclérose en plaques, mais sur le coup, ils voulaient quand même éliminer d'autres choses parce qu'il y a d'autres maladies neurologiques qui peuvent avoir ces symptômes-là. Mais ce qu'on m'a dit plus tard, c'est que j'étais quand même un cas d'école de la sclérose en plaques parce que c'est aussi une maladie qui touche plus les femmes que les hommes, je crois que c'est 2 tiers, 1 tiers, et qui se déclare en général à la vingtaine. Ce qu'il faut savoir aussi sur la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie qui est neurodégénérative et qui est auto-immune, donc c'est un bug du système immunitaire. Je suis pas médecin, donc j'explique ça avec mes propres mots. En gros, c'est le système immunitaire qui a un bug, et au lieu d'attaquer uniquement les virus, il attaque aussi son propre système, et en l'occurrence le système nerveux, donc les neurones. Donc pour faire simple, comment ça se traduit? Ça peut se traduire par absolument tous les symptômes du monde. C'est pour ça que la sclérose en plaques, elle est très différente d'une personne à une autre. Une personne peut avoir des grosses difficultés pour marcher, une autre peut avoir aucune difficulté pour marcher, mais par contre beaucoup de troubles cognitifs ou beaucoup de troubles sensitifs. Vraiment, ça varie énormément d'une personne à une autre. En gros, moi, comment ça se manifeste chez moi? Surtout par une grosse faiblesse du côté droit du corps et pas mal d'autres symptômes dont je parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Mais ce qu'il faut savoir dans la sclérose en plaques, c'est que c'est une maladie qui évolue par poussée. Moi, j'illustre ça un peu comme un escalier. En gros, une poussée donne beaucoup de nouveaux symptômes. Et donc ces poussées, c'est une sorte d'épisodes inflammatoires, et elles sont traitées du coup par des anti-inflammatoires très puissants. En l'occurrence, c'est des corticoïdes qu'on nous donne en intraveineuse sur plusieurs jours. Ça peut être entre 3 et 5 jours, même parfois plus. J'ai déjà eu plus, moi, quand ça avait du mal à passer. Et après une poussée, on est dans une phase, on va dire, un peu plus stable, où on ne retourne pas forcément au niveau initial. C'est même assez rare. Enfin, moi, j'ai jamais retrouvé toutes mes capacités. En général, on vit du coup avec les séquelles des poussées. Et donc à chaque fois qu'on fait une nouvelle poussée, on a les séquelles des poussées précédentes plus les nouvelles séquelles. Donc c'est pour ça que c'est une maladie qui est dite neurodégénérative. Quand je ressors de l'hôpital, j'ai toujours pas de vrai diagnostic parce qu'il faut attendre les résultats de la ponction lombaire qui prennent du temps à arriver. Et là, en fait, j'ai une toute autre préoccupation, c'est le début du confinement, le Covid. On est en mars 2020 et moi, je pense pas vraiment à ce qui vient de se passer dans ma vie, mais plus à ce qui se passe dans le monde. Et un mois plus tard, en plein milieu du confinement, j'ai donc un rendez-vous en FaceTime avec mon neurologue qui m'annonce la nouvelle. Donc les résultats de la ponction lombaire sont arrivés. Ça confirme que j'ai une sclérose en plaques et que ma vie va clairement changer à partir de ce moment-là. Sur le coup, je suis pas hyper étonnée parce que c'était quand même la piste la plus probable et on m'en avait déjà parlé. À ce moment-là, ça devient officiel. Mais pareil, à ce moment-là, je réalise pas vraiment en fait parce que à l'hôpital du coup, on a traité ma poussée. Je suis revenue dans une phase plutôt stable, j'ai recommencé à courir, à m'entraîner,
bon, à courir dans le rayon de 1 km autour de chez soi, bien sûr. Mon quotidien, il est tellement bizarre lié au confinement que je m'imagine pas qu'il puisse être plus bizarre que ça, donc je fais un peu abstraction. Et en fait, le moment où j'ai réalisé, je pense que c'était vraiment 1 an plus tard, quand du coup tout a commencé à rouvrir, les gens commençaient à revivre, même s'il y avait encore le Covid dans nos vies, etc. C'était quand même beaucoup plus ouvert. Et 1 an plus tard, mon traitement initial n'a pas marché et j'ai fait la pire poussée de ma vie. Où là, pour le coup, je me suis réveillée un matin, je ne pouvais plus marcher, ou en tout cas très difficilement. Je boitais de la jambe droite, j'avais énormément de fourmillements dans tous les membres de mon corps, une fatigue extrême et d'autres symptômes vraiment pas cool. Et en fait, là, le fait que ma mobilité et ma motricité soient impactées, ça m'a fait un énorme choc parce que la chose la plus importante dans ma vie à cette époque-là et encore aujourd'hui, c'est courir, c'est faire du triathlon, c'est faire du sport. Le fait de réaliser que c'était possible de ne plus avoir cette chose-là dans ma vie, ça m'a fait un énorme choc et c'est comme si d'un coup je réalisais tout ce qui s'était passé depuis le moment de mes tout premiers symptômes jusqu'à ce moment-là et que tout me tombait sur la tête d'un coup. Là, je me pose des questions que je me suis jamais posées sur mon corps, sur mon avenir, comment ça va être ma vie, sur mes projets, sur est-ce que je peux encore rêver aux choses dont je rêve aujourd'hui. Et en parallèle de ça, je dois me refaire hospitaliser, rechanger de traitement. La poussée met énormément de temps à guérir et je commence à me dire que je vais plus jamais pouvoir courir. Et d'ailleurs, il y a pas mal de médecins qui m'y préparent et qui me disent c'est possible que vous ne puissiez plus jamais courir, ou en tout cas plus courir normalement. Du coup, je me rattache un petit peu à ça, sur le plus normalement, ça veut pas dire plus du tout. Donc je préfère ne plus courir normalement que ne plus courir du tout. Et heureusement parce que maintenant j'arrive à courir malgré mon handicap. Et en fait, c'est là que j'ai compris que je pouvais vraiment tout perdre du jour au lendemain. Que je pouvais très bien me lever un jour et ne plus jamais pouvoir marcher ou courir. Et ça, je me le suis vraiment pris en pleine tête d'un coup. Et pendant cette poussée qui a mis du temps à se remettre, toute ma vie a été sur pause et je pensais qu'à une seule chose, c'était recourir, refaire un triathlon. Et c'est ça qui m'a tenue et qui m'a poussée à toujours y croire. Même quand tous les médecins me disaient là va falloir changer de projet ou changer de sport et qu'on me faisait comprendre que ma vie sera peut-être pas autant active que ce que j'imaginais. Mais moi j'ai pas voulu y croire. J'ai voulu croire que je pouvais arriver là où je voulais arriver, mais qu'il faudrait sûrement que je prenne un chemin un peu différent, des méthodes un petit peu différentes, mais que s'il y avait un endroit où je voulais aller, je pourrais y aller. Et ça, c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui, tous les jours, et qui ne m'a jamais quittée depuis. Du coup, à ce moment-là, j'ai fait ce que tout le monde trouvait fou. J'ai nagé encore plus, roulé encore plus, et couru encore plus. Et j'ai découvert une vie que j'adorais. C'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert le monde du paratriathlon, ce monde où le haut niveau pouvait être de nouveau accessible dans ma tête et dans mes rêves, et bientôt dans ma vie. J'ai pu ouvrir des portes que je pensais fermées depuis bien longtemps, retrouver des rêves et des projets qui étaient bien poussiéreux. Et finalement, la plus grande chose que ça m'a appris, c'est que toutes les choses que je pensais devoir abandonner à cause de ma maladie, c'est justement ma maladie qui m'a poussée à y aller encore plus à fond, encore plus dedans, avec encore plus de passion et de volonté. C'est quand j'avais plus rien à perdre que j'ai le plus donné. J'avais vraiment pas beaucoup d'exemples à suivre parce que ma pathologie elle est très incompatible avec les sports d'endurance, à cause de la fatigue chronique notamment. Donc j'ai quasiment tout découvert toute seule. Et il y a des moments où c'était quand même pas mal galère. J'ai appris comment composer avec un corps capricieux, des douleurs chroniques, avec la fatigue et toutes les difficultés invisibles, à évoluer dans un monde où je dois sans cesse prouver et expliquer mon handicap parce qu'il est invisible. Alors que pour moi, c'est un poids chaque jour. Et au-delà d'être un poids, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête parce que je sais absolument pas quand ni comment il évoluera. Et c'est aussi précisément ça qui m'a donné la force de toujours avoir envie, d'avoir une volonté de juste choisir la vie, de mettre le moins de barrières possible, de toujours faire ce que j'ai envie de faire et d'aller à fond dedans, de me dépasser, de travailler autant que possible pour avoir ce que j'ai envie d'avoir et surtout pour pouvoir faire ce que j'aime au quotidien. J'essaie de réaliser le plus souvent possible à quel point c'est une chance de pouvoir faire ça. Mais c'est aussi tout ce travail qui m'a emmenée aux Jeux de Paris, qui m'a emmenée à être championne du monde et qui aujourd'hui me permet de vivre de ma passion, de faire du sport tous les jours et que ça en soit même mon métier. Et c'est ça le plus fou, je crois.
parce qu'avec une situation qui ressemblait quand même vachement à une impasse, j'ai réussi, je pense, à la transformer en une autoroute vers ma vie de rêve. Et je me suis dit que si j'avais réussi à faire ça, je pourrais réussir à me dire tout le temps que rien n'est jamais perdu et qu'on sait absolument jamais ce qui peut arriver dans la vie, négatif comme positif. Et c'est pour ça que ma philosophie, c'est juste de profiter à fond de tout ce que j'ai tant que je l'ai et de tirer parti au max de tous les trucs méga cool dans la vie. Parce que ok, il y a beaucoup de merde dans la vie, mais il y a aussi beaucoup de trucs super cool. Et voilà une version un peu résumée de comment j'ai accueilli la sclérose en plaques dans ma vie et comment aujourd'hui elle fait partie de mon quotidien et de ma vie en général. J'espère que ce format un petit peu différent vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, sachant que sur cette chaîne, je documente mon chemin vers les Jeux de Los Angeles. Et si toi aussi tu vis avec une sclérose en plaques ou une maladie invisible, sache que tu n'es pas seul, même si parfois ça donne un petit peu cette sensation. Merci d'avoir écouté mon histoire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!